Eh bien voilà, on est dans l'église de la paroisse de Pompéan, qui est un petit peu une église un peu spéciale parce que en fait c'est l'ancien vestiaire des mineurs qui a été transformé en 1907 après la séparation de l'Église et de l'État en chapelle. Là, nous sommes devant une fresque qui nous parle un petit peu de toute cette mine, cette évolution. Là, nous sommes dans la partie dite moderne, la partie un peu récente, hein, puisque nous sommes devant une fresque qui représente une période de 1903 à peu près, juste avant on va dire la faillite de la mine. Alors cette mine, c'est quoi? C'est d'abord un filon qui date d'il y a 500 millions d'années, qui a été par la formation, le début des formations des continents. Et il y a eu une déchirure, c'est une petite déchirure qui fait 30 km de longueur environ, 300 mètres de large, d'après les géologues bien sûr, et X profondeur, et qui s'est remplie d'un magma pierreux, donc sous forme de dolérite ou de diorite. Ensuite, elle s'est redéchirée pour, là, paraît-il, la séparation de l'Afrique et de l'Europe. Mais là, forcément, c'est pas la même minéralisation qui s'est passée, c'est donc une minéralisation sous forme métallique, hein, sous forme de sulfure de plomb, de zinc et d'argent. Donc la galène, la blinde et la pyrite également, et de nombreux autres dérivés de ces minéraux. Voilà. Et l'argent. Et bien sûr, sous l'époque Louis XIII, beaucoup de prospecteurs étaient patentés par le royaume pour chercher, bien sûr, fortune en France, et notamment par les métaux qu'on pouvait trouver dans le sous-sol français. Et un couple, c'est assez surprenant d'ailleurs, un couple le baron et la baronne de Beausoleil et de Fenbach vont venir à Pompéan. Entre autres, hein, ils ne sont pas venus spécialement à Pompéan, ils sont venus et ils ont découvert ce filon. Donc ils étaient déjà très bien renseignés. L'origine, la découverte de la mine de Pompéan, 1620. 1628. Voilà. Oui. Et puis ça a été l'exploitation à partir de 1728, l'exploitation. 1628, la découverte. On voit ces fameuses veines que Beausoleil avait déclarées, des grosses veines noires qui sortaient de terre. Donc on lui a donné à ce Noël Ladigande d'Épine toutes les mines du Bourbonnais encore et de Bretagne, notamment celle de Pompéan principalement. Et donc ils vont se localiser là, et ils vont piocher, mais le filon va disparaître très rapidement sous terre, presque en vertical, ce qu'on appelle un tendage à 80%, donc ce qui est énorme, ce qui est presque vertical. Donc ils vont contourner ce filon pour aller chercher le plus profond et en faire donc une carrière. Ils s'aperçoivent que à côté de ce trou, de cette carrière, il y a une rivière qui s'appelle la Seiche, et qui inondait régulièrement la carrière, et si bien que c'était, ils travaillaient peut-être 2 mois de l'année, donc on voyait bien tout de suite que c'était pas rentable, ils étaient sur le point d'abandonner. Ils vont faire appel à des professionnels, et les professionnels, c'était surtout les Allemands, hein, et les Anglais. Comment ça se passe? Ils ont dit, on va creuser des puits, ça va économiser déjà les travaux, et on va aller directement sur le filon qui était alors recensé à peu près avec des outils très très spéciaux. Et donc les hommes étaient armés, non pas comme là ici une pioche, mais plutôt voilà, c'est bien ça, un burin, hein, comme ceci, emmanché, et on tapait dessus avec un gros maillet pour casser. C'est bien, on se protégeait quand même les mains de tout ce qui pouvait au lieu d'avoir le burin à la main. Donc ça, c'est un bel exemple. Et bon, donc le minerai, ils mettaient ça dans un seau, puis on montait ça tout à la main. Les rouleurs, si on peut les appeler comme ça,
étaient reliés tous les 2 heures. Pendant 2 heures, ils montaient, ils descendaient les seaux de minerais et les mineurs montaient bien sûr le long des parois comme ils pouvaient. Voilà. Alors, on faisait du feu également dans les galeries pour faire exploser le minerai et on envoyait des seaux d'eau dessus, hein, pour dilater, oui c'est ça, pour dilater les zones minéralisées. Alors ça c'est tout le début, hein, mais on fait des galeries directement dans le filon, ce qui fragilise bien sûr les éléments, parce que le filon c'est un corps étranger. À la terre, ça a déchiré et ça s'est glissé comme ça pu. Donc effectivement, quand on enlève ça, ça fait des trous. Donc on va boiser, on va commencer les boisages. Et voilà. On va aller assez rapidement à mettre des chevalements avec des molettes, hein, c'est-à-dire des grandes roues avec une corde pour descendre directement dans le puits. Donc ça va soulager évidemment le manœuvre. Et là, on va faire des manèges avec des chevaux. Hein, les chevaux vont touler, comme on voyait déjà dans les campagnes, pour reboudre pour le blé. Et là, les chevaux vont pouvoir monter et descendre le minerai et surtout épuiser l'eau, parce que l'eau, on arrive sur Terre, nous sommes à 15 mètres d'altitude, peut-être, je pense même, être un secteur un des plus bas de l'île-et-Vilaine. L'ingénieur Laurent a trouvé un peu plus au sud de Pompéan un plateau qui était à 25 mètres d'altitude. Vous pensez bien que pour nous c'est énorme, c'est 10 mètres de plus haut que notre terrain, 25 mètres d'altitude, et il va faire un barrage d'1 kilomètre de longueur sur environ 10 mètres de hauteur et 10 mètres d'épaisseur, et là il va retenir toutes les eaux qu'il va pouvoir trouver. Et alors, on va envoyer de l'eau sur ces roues et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Il y avait deux roues principales et quelques roues, pas secondaires, mais des roues différentes. En fait, c'est un mécanisme qui était absolument prodigieux, qui a fait prospérer la mine. On a pu descendre beaucoup plus profond, puisqu'il y avait un jeu de mécanisme. Et ça a eu d'ailleurs les honneurs du fameux Encyclopédie des arts et métiers de Diderot d'Alembert, comme on peut voir encore. Donc ces pages sont uniquement attribuées à Pompéan dans la section, on va dire, mine. La sèche noyait régulièrement l'activité, donc monsieur Laurent, l'ingénieur Laurent, a décidé de dire, bon, on va carrément, alors c'était grand, détourner la sèche. On l'a emmené oui, presque 800 mètres, c'est facile, un grand arc de cercle, pour aller du pont de Nantes au pont de Carcé. On a détourné et en même temps canalisé quelques mouvements pour pouvoir justement alimenter en eau les fonderies, au niveau des roues à eau, bien sûr. Donc le minerai, après, bien sûr, va être traité, hein, puisque ce sont des roches mélangées avec de la pierre et de la glaise. Et comment dirais-je, donc on va nettoyer ce minerai. D'abord le casser avec des gros marteaux-pilons, hein, des concasseurs. On va les laver tout à la main. À l'époque, c'était le rôle des femmes. Jusqu'à présent, il n'y avait que les hommes qui travaillaient, hein, tout le travail dur. Le lavage était réservé aux femmes, aux veuves, bien sûr, qui étaient prioritaires. Les enfants, il n'y avait pas d'enfants. Et donc, une fois cassé, lavé, on va le fondre. Alors, 2 traitements. Là, on parle de la galène, donc sulfure de plomb. On ne connaissait pas encore le zinc à l'époque. On va le fondre à côté d'un château qui s'appelle le château de Carcé, qui était pas la propriété, la demeure et les bureaux de l'entreprise. Et là, on avait des gros fours, le four à soufflet, quoi, comme les feux de forge. Hein. On mélangeait le minerai avec du charbon de bois exclusivement, parce que le charbon de bois est plus propre que le charbon de terre. Et ici, il y avait des charbonniers plein tout autour de la mine et dans les bois, bien sûr, environnants. Et donc, mélange de ce minerai avec le charbon qui va couler, il va sortir le plomb. Voilà, le plomb est arrivé donc dans un jus très lourd, très compact, très argenté. On va le refondre une 2e fois, donc, mais dans un four ce qu'on appelle un four à reverbère. C'est un peu comme un four ménager, hein, où on va cuire le rôti ou le poulet, mais c'est uniquement par la chaleur
et non pas par la flamme, alors que l'autre c'était uniquement par la flamme. Là, c'est uniquement par la chaleur qu'on va refondre une deuxième fois ces morceaux de plomb, qu'on appelait des saumons d'ailleurs. C'était une unité de mesure qui ressemblait à une gouttière de nos toitures. Et comment on va le refondre une deuxième fois, là, avec un feu très très vif, et il va se passer, moi j'appelle ça un miracle, parce que c'est le moment où, une litage, c'est-à-dire un décollement d'un autre minéral du plomb, qu'on appelle l'argent. Voilà, donc le plomb, lui, va être d'un très très pur, très très pur, donc va servir pour beaucoup de choses, les tuyauteries notamment, à l'époque, et bien d'autres. Et l'argent qu'on va récolter, mais là, on le met dans un petit lingot, le fameux lingot d'argent. Et voilà, donc la Révolution française arrive et va arrêter l'entreprise. Elle s'arrête non pas par manque de produits, mais par ces problèmes révolutionnaires. Là, on arrive à 1848. La mine est enfin relancée. Alors, d'abord, le dénoyage de la mine, qui a dû mettre beaucoup de temps, surtout avec les systèmes qui étaient encore sur place, mais qui n'avaient pas beaucoup de rentabilité. Et ils vont faire appel à un ingénieur anglais, M. Hunt, qui lui va visiter la mine, visiter ce qu'on appelle le carreau de la mine, autour des puits qui étaient plus bas, et il va s'apercevoir qu'il y avait des déchets immenses, ça c'est classique dans toutes les mines, de charbon ou de potasse ou quoi que ce soit, il y a toujours énormément de déchets, et il va retravailler les terres qui étaient là, il va s'apercevoir que les anciens propriétaires, les anciens exploitants, ne connaissaient qu'un seul minerai, la galène, donc le plomb. Et à côté, tout était en stock, qui était disponible, la blinde, la sphagnérite, donc le minerai de zinc. On va prendre le zinc, on va le laver, on va le concasser, le laver, le fondre, et on va s'apercevoir que à l'époque avant la Révolution, on faisait une tonne de plomb, de minerai, pardon. De minerai, on a exploité à peu près 50%. Donc 50% de plomb, ce qui était quand même pas trop mal. Mais ce plomb refondu une deuxième fois, sortait 750-800 grammes d'argent à la tonne de minerai. Donc ça devait être assez intéressant parce que la preuve c'est que la minage. Et là, ils se sont aperçus que la blinde, donc le minerai de zinc était également argentifère et sortait environ 1,2 kg, 1,5 kg à la tonne. Donc ça leur faisait, donc les deux jumelés représentaient un bon tonnage qui a permis, bien sûr, très rapidement de venir à la machine à vapeur. Donc la vapeur est arrivée en 1860 à peu près, pour relancer vraiment une entreprise de qualité en 1880 avec M. Eloi, qui va devenir le directeur de la mine. Et voilà, donc la mine va se diriger vers le sud. Nous sommes là, d'ailleurs, vous voyez sur la fresque, le bâtiment de la mine avec le chevalement qui est derrière, qui était encore un chevalement de bois à l'époque, et va devenir ce qu'on appelle le siège principal, et à partir de ce siège-là, on va descendre le plus profond possible, et pouvoir aller sur les autres puits qui étaient en attente, puisque le dernier puits vraiment a été creusé, foncé, comme on dit, en 1777, donc avant la Révolution française, qui porte le nom surprenant d'ailleurs de puits des députés. Bon, pourtant, à cette époque-là, je ne sais pas s'il y avait des députés, mais bon. Ouais. Voilà, celui-là, on va le baptiser le puits de la République. Alors, à partir de ce puits, le puits de la République, donc on va descendre le plus profond possible et on va faire des galeries tous les 35 mètres. C'est-à-dire que le filon, c'est des grosses poches énormes, enfin, énormes dans le sens du volume, et il faisait peut-être 50 mètres de hauteur.
Donc, on faisait des galeries à côté, puis on s'est aperçu après, avec M. Eloine notamment, que creuser directement dans le filon, on arrivait à des problèmes de venue d'eau, de toujours 15 mètres d'altitude, rappelons-nous, avec des nappes phréatiques très importantes, et des boisages importants, ce qui augmentait les coûts et puis les risques. Donc, on va creuser la galerie principale, à côté, dans le schiste violet, qui est un peu notre emblème ici, hein, c'est tout le plateau du Brugeois et de Pont-Réan. Et après, avec ce qu'on appelle des regroupements, on allait dans le filon, tout ça se faisait à l'explosif, hein, pas à la pioche comme au tout début. Il y avait le fameux mineur, qui avait la lampe de mineur. Ça, c'est la lampe du mineur, c'était une lampe qui pouvait observer un petit peu à droite à gauche, et on pouvait l'accrocher pour avoir les mains libres, et elle était un peu puissante. On a porté sa lampe avec son numéro, et on avait bien sûr un jeton, hein, que l'on gardait pour soi, qui permettait donc aux lampistes, qui étaient souvent des femmes, de nettoyer le verre, de remplir bien sûr le récipient, de tout bien contrôler si ça fonctionne, et le lendemain, hein, il redonnait, moyennant le jeton, sa lampe, qui était propre, qui était prête à l'emploi pour 8 heures. En principe, elle fonctionnait 8 heures. Celle-ci, comme celle-ci, bon, elle était réalimentée, celle-là, une petite. Et également, c'était un moment de sécurité, parce que si on amenait son jeton, on était bien là, physiquement là, on donnait son jeton, on donnait son ticket au lampiste, mais si on ne venait pas, à la fin, quand les autres étaient partis, tiens, mais il manque le 2165. Hop, alors les pompiers descendaient, alors ils profitaient de l'occasion, ils descendaient pour aller chercher parce qu'ils savaient où il était. Chacun avait des postes très définis, donc ils savaient, alors il y avait l'accident, malheureusement, qui pouvait arriver. Rarement la débauche, parce qu'il fallait bien remonter, donc on peut pas se camoufler. Et voilà, donc, et le lendemain, s'il ne venait pas, c'est qu'il était malade, c'est qu'il était, voilà, il n'était pas revenu au boulot. En même temps, bon, ça leur faisait une journée de perdu. Après, il y avait les mineurs que l'on représente, nous, avec une tenue de mineur, tout en blanc. Tout en blanc. Ça, c'est un peu surprenant, c'est la question qui est souvent posée. Alors, ça développe presque des idées pour mieux se voir, pour ceci, pour cela. Ben, la réponse, elle est très très simple. C'est que ce tissu blanc, c'est du chanvre, ou du lin, un peu de coton des fois, c'est tout ce qu'on avait. Parce que le bleu de chauve n'existait pas encore, le fameux bleu de Gênes, hein, qui a été un peu relancé par les Américains, le fameux jean. Et nous, à cette époque-là, ben, on n'avait que ce tissu. On n'était pas blanc longtemps, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être pour lundi matin, quand on arrivait au boulot, il était blanc. Il était blanc, la mère de famille avait passé son dimanche à laver, alors que l'homme était au bistrot, ça c'est autre chose. Et voilà, donc c'était quelques minutes, il était blanc. Voilà, et donc il avait un pantalon, une veste, un ceinturon, une ficelle, suivant les moyens, parce que ça, ce sont des vêtements privés, ça n'appartient pas à l'entreprise. Alors un col comme celui-ci, qui permettait de s'essuyer peut-être le front, puis de se cacher un peu le cou. Et le casque, c'est ce qu'on appelle une barrette. Dans le Nord, on appelle ça beaucoup une barrette, et il est en cuir. Hein, en cuir, alors soit cuir façonné trois pièces, la couronne, le haut, et puis la calotte dessus, qui était cousue, hein, et ça permettait d'avoir quand même une protection. Celui-ci est un peu plus moderne, il est moulé. Hein, c'est une seule pièce qu'on a compressée dans. Alors ça, c'est les. Et la lampe, elle est très importante. Vous voyez, c'est une lampe qui a une petite mèche comme ça, qui a la petite mèche pour. Il y a du pétrole dedans, un mélange d'huile de pétrole, et cette petite broche que l'on mettait sur le bord du casque, comme ça, si je retrouve le coup.
Voilà. Bon, vous voyez, elle était brochée dans une espèce de petit ceinturon qui permettait d'avoir les mains libres. Hein, comme ça, bon. Est-ce que ça éclairait beaucoup? Je ne pense pas. Peut-être l'effet masse. Parce qu'on n'était pas tout seul dans son petit coin à piocher, ils étaient 3, 4, 5, hein, parce que des fois, il fallait déjà récupérer le minerai, piocher dedans. Le minerai, donc, est mis dans des wagonnets, hein, les fameux wagonnets connus dans toutes les mines, et des manœuvres poussaient à la main ce wagonnet pour l'emmener, ce qu'on appelle à la recette, c'est-à-dire un ascenseur qui montait à l'étage, et après était repris en charge par les laveurs, les concasseurs, les laveuses. Ça, c'est tout le cheminement avant les fonds. Voilà un petit peu tout le déroulement de l'ouvrier. Il travaillait 8 heures, pas plus de 8 heures par jour. Contrairement à ce qu'on pouvait dire dans certains Germinal et autres qui travaillaient jusqu'à épuisement. Non. Pourquoi ça? Parce qu'on faisait 3 fois 8, 24. On descendait à 8 heures. On avait gling-gling la cloche, et on fermait les portes, et tout ça, ça descendait. Celui qui arrivait à 8h01, il perdait sa journée. Parce qu'on ne remontait pas, on ne refaisait pas une descente pour lui. Parce que là, on va arriver quand même en 1904 à 600 mètres sous terre. Donc là, effectivement, ça met quelques minutes, très peu, parce que c'est très, très, très rapide. Donc c'était le système à monter et à descendre. Il fallait faire du boulot. En 8 heures de temps, ils étaient complètement épuisés. Il venait d'ailleurs dans le bout de cette église, de ce ancien vestiaire, l'autre côté de la fresque là, et c'était le lavoir. Le lavoir, et c'était des grands baquets d'eau, hein, il n'y avait pas de douche à l'époque, et ils se lavaient dans des grands bassins d'eau froide, je présume. Mais et après, ils passaient dans cette salle-là, qui était le vestiaire. C'était pas la salle des pendus comme on en parle. À Pompéan, ça n'existait pas encore, peut-être en Bretagne non plus. Ça a été lancé par le Nord. Et voilà. Et ce qui est surprenant à Pompéan, c'est qu'on a des preuves par l'extérieur. Il y avait un calorifère, c'est-à-dire il y avait une chaufferie qui envoyait de l'air chaud dans les deux salles, et donc les vêtements étaient séchés sur place. En 1891, Monsieur Maudet, Monsieur Eloi va décéder. Monsieur Maudet, qui était son second, va prendre la direction de l'entreprise et va tout moderniser l'entreprise pour qu'elle soit plus active et peut-être plus attrayante aussi. On a métallisé, si on peut appeler ça, le matériel. Il n'est plus en bois, il n'est plus d'une certaine hauteur. Il est quand même. On va faire appel à le constructeur de l'époque, Gustave Eiffel, qui va venir ici, qui va dessiner un chevalement de 32 mètres de hauteur, je crois, et donc va concevoir tout ce que l'on voit encore aujourd'hui, mais là beaucoup plus massif, avec des cages d'ascenseurs qui montaient et descendaient, comme on voit encore aujourd'hui. Tout système à la vapeur, évidemment, ça va transformer complètement l'exploitation, parce que les mineurs autrefois descendaient le long des parois ou sur des échelles. Voilà, donc cette mine est très active, parce qu'enfin, alors il va faire venir, donc il va construire ce chevalement d'Eiffel à la vapeur. On va descendre à 600 mètres, on va aller vers le sud et on va récupérer le nord également, avec des regroupements de galeries. Alors, chose qui est très surprenante à Pompéan, on parle toujours des chevaux dans les mines. Toujours des chevaux dans les mines. Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas la science infuse, on n'a pas toute la connaissance. Il n'y a pas eu de chevaux à Pompéan. Mine qui va devenir à la fin du 19e la mine la plus importante d'Europe. Et il n'y a pas de chevaux. Tout se faisait à bras d'homme, avec des pentes, légères pentes, pour que les chargements soient plus faciles, et puis à remonter à vite. Mais pourquoi? On ne sait pas. Alors,
Et donc, on va descendre jusqu'à 600 mètres sous terre, on va exploiter à 550 mètres sous terre, voire même on a commencé à 595 mètres sous terre. Les 5 mètres, c'est ce qu'on appelle le réservoir. Toute l'eau qui descend, bon, bien sûr, est pompée après en permanence. Voilà. Et on va couvrir les fameux 2 km de minéralisés qu'on a découverts. Il y en a d'autres ailleurs, plus loin, mais vraiment très localisé, 2 km. On va construire sous nos pieds, là, 8 km de galeries. Nous avons 8 km de galeries sous nos pieds et répartis tous les 35 mètres. Direction, bien sûr, sous-directeur, ingénieurs qui vont faire le traçage, des géomètres. Tout ça, c'est une très grosse équipe. En 1903, on va faire une percée d'eau à de mémoire 300 et quelques mètres sous terre. On arrive à la bloquer avec bien du mal. On fait ce qu'on appelle des cloisonnements de maçonnerie pour pouvoir empêcher l'eau. Et ça fonctionne. Jusqu'à juin 1904, là, on est à 550 mètres sous terre. On creuse, on pioche comme on dit, du midi, le sud. On va percer une poche. Là, on fait l'irréparable. On va percer cette poche qui est remplie d'eau et va noyer la mine ce qui est marqué dans les rapports, à la vitesse de 4300 litres d'eau à la minute. Il n'y a pas eu dans les rapports de mort d'hommes, parce que les hommes ont pu remonter par le chevalement d'Eiffel, par l'autre chevalement du Puy des Députés et par les échelles de secours qui montaient en vitesse, tout ce qu'ils pouvaient. Et la mine va s'arrêter, alors pas définitivement, mais va s'arrêter en juin 1904. Les actionnaires s'en vont, eux, avec la caisse, et ça c'est officiel. Les directeurs font ce qu'ils peuvent pour essayer de contenir l'émeute, parce qu'il y a eu une émeute. Pompéan a été un petit peu l'origine, c'est peut-être un petit peu fort, mais on fait les premiers syndicats. En 1928, il y a une société qui était propriétaire de la mine identique à celle-ci d'ailleurs, la mine de Trémuson et de Pléloff, qui vont venir acheter toutes les mines qu'ils pouvaient trouver dans le coin, la Métalfra. Elle achète celle de Viry-sur-Couesnon et celle, bien sûr, de Pompéan. Pompéan, il s'y intéresse et ils vont faire de très, très, très gros travaux. C'est absolument extraordinaire. D'abord, ils vont dénoyer la mine pendant, paraît-il, un an et demi, avec des pompes électriques. Là, ça y est, l'électricité arrive, parce qu'en 1904, on était toujours à la vapeur. Les grosses pompes électriques vont dénoyer les 8 km de galerie. Vont installer un nouveau chevalement qui n'est pas celui de la fresque, c'est un chevalement moderne que l'on voit encore dans les campagnes minières. Ils vont recaler un peu ce puits de la République, ils vont réinvestir le puits dit du Midi pour en faire une prochaine exploitation, centre d'exploitation, et ils vont faire des recherches du côté de l'Aillé, à l'Ardray et au Bacca. Et voilà. Et ils vont rétablir le bâtiment de la mine que nous avons là, et ils vont faire la première cité ouvrière d'Ille-et-Vilaine, la cité des mineurs que vous avez, route de Nantes et route de l'Aillé, et un peu dans la route du Midi, route du Canal, et ainsi de suite. Et voilà. Mais je
c'est un peu extraordinaire. En 1928, tout ça, ça part avec des grandes idées. 1930, ça s'arrête. Alors là, on se dit pourquoi tout est prêt. Ça n'avait même pas encore commencé. Ils avaient fait quelques extractions de prélèvements, on va appeler ça, et ça s'arrête. Et en fait, paraît-il, là aussi, ça fait toujours l'objet de nos recherches, ça a été une une retentissante escroquerie. Ça a commencé en 1730 pour se terminer en 1955. Vous voyez, c'est une très très grosse activité, tout en longueur, et voilà. Et voilà. Donc, les vestiges sont encore, il y en a qui appellent ça des ruines. Non, ce sont des vestiges très importants, puisque on est, je pense, au niveau du patrimoine, une des plus importantes de Bretagne, dans son bâti encore debout. Hein, celui-là, il va être restauré. Hein. Non, pas tout ce qui est bâtiment restant. C'est vrai que c'est pas mal. On est bien lotis. Oui. On a par rapport à d'autres mines, si on prend Poulaouen, bon, il y a encore quelques vestiges, mais proportionnellement. On a créé une association qui s'appelle Galen, le minéral principal de cette mine. Et depuis 1993, on œuvre pour protéger et essayons là de défendre un petit peu ce patrimoine qui est quand même unique en Bretagne dans sa quantité.